l'argent est serré. Pas de Noël cette année. Mes parents ont envoyé un texto. Les mots brillaient sur mon écran comme un rejet silencieux enveloppé d'inquiétude. Un court message qui ne criait pas, mais qui portait assez de poids pour écraser quelque chose en moi. Je m'appelle Morgane, j'ai 35 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai essayé d'être la bonne fille, celle qui règle les problèmes avant que quiconque n'ait à le faire. Quand ce message est venu de mes parents, je me suis dit que tout allait bien. Peut-être qu'ils avaient des difficultés ce mois-ci. Peut-être que ce n'était pas personnel. Alors, j'ai répondu comme je le faisais toujours, calmement et avec compréhension. Pas de problème. Je comprends. 3 jours plus tard, après une longue journée de travail, j'ai ouvert les réseaux sociaux pour me détendre. La première publication sur mon fil d'actualité m'a noué l'estomac. Ma mère et mon père souriaient à côté de ma sœur, debout devant un arbre de Noël scintillant. Des coupes de champagne levées haut, des cadeaux empilés plus haut que la table. La légende disait « Meilleur Noël de tous les temps en famille ». Les commentaires ont afflué des cœurs, des rires, des compliments tout se mélangeant jusqu'à ce que l'écran lui-même ait l'impression de se moquer de moi. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que les sourires commencent à se fissurer. Mes mains ont bougé d'elles-mêmes, tapant des mots qui sonnaient calmes mais atterrissaient comme une lame, l'argent est serré. Les paiements automatiques sont annulés à partir de demain. Quelques minutes plus tard, la publication a disparu. Puis mon téléphone s'est illuminé encore et encore. 32 appels manqués, l'un après l'autre. Chaque message vocal rempli de panique. Si vous avez déjà donné sans cesse pour n'être accueilli que par le silence ou la tromperie, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je croyais sur la loyauté, la famille et le véritable coup de la paix. Une semaine avant Noël, tout semblait encore normal à Reno. Les lumières du centre-ville scintillaient sur la neige, les gens se dépêchaient avec des sacs de provisions, et ma vie semblait calme en comparaison. Je vivais dans un quartier de banlieue soigné avec mon mari, Daniel, un ingénieur logiciel qui avait une façon de penser calme et délibérée qui équilibrait souvent ma tendance à m'inquiéter. Nous avions bâti une vie modeste mais stable, fondée sur une planification minutieuse plutôt que sur l'extravagance. Mon travail dans la finance avait fait de moi quelqu'un qui comprenait le poids de chaque facture et le soulagement de la payer à temps. Les chiffres avaient plus de sens pour moi que les émotions parfois. C'est peut-être pourquoi j'ai pris sur moi d'aider maman et papa à payer leur mensualité de maison. C'était devenu une habitude tranquille au fil des ans. Pas quelque chose qu'ils aient jamais demandé directement, mais quelque chose que je sentais attendu. Chaque virement comportait un mélange de devoir et d'espoir que peut-être cette fois, ils me verraient non pas comme la personne responsable, mais simplement comme leur fille. Daniel me jetait souvent un coup d'œil quand il me voyait vérifier le solde du compte avant de me coucher. « Tu n'as pas à continuer à faire ça », a-t-il dit un soir alors que nous plions le linge. « Tes parents devraient s'en sortir seuls maintenant. Tu en as assez fait. » Son ton n'était pas dur. Il était protecteur, mais je les balayais comme je le faisais toujours. Ils ont juste besoin d'un peu d'aide, c'est tout. C'est plus difficile pour Rachel. J'ai prononcé son nom doucement, comme si le dire à voix basse pouvait empêcher la conversation de devenir acérée. Rachel était ma sœur aînée, 2 ans devant moi, celle que mes parents décrivaient toujours comme faisant de son mieux. C'était leur façon d'expliquer pourquoi elle avait encore besoin d'aide pour le loyer, pour les frais de scolarité de ses enfants, pour presque tout. La phrase « Tu sais, ta sœur a plus de mal » avait été répétée si souvent qu'elle ne piquait plus. Elle existait juste comme un bruit de fond dans la dynamique familiale. J'avais appris à hocher la tête, à comprendre, à accepter que l'équité n'était pas quelque chose de uniformément réparti dans notre maison. Pourtant, les mots de Daniel s'attardaient plus longtemps que je ne voulais l'admettre. « Es-tu sûr qu'ils t'aiment comme tu les aimes » m'avait-il demandé doucement une fois, ses yeux cherchant les miens, non pas pour une réponse, mais pour de l'honnêteté. J'avais souri et dit qu'il exagérait, que la famille ne montre pas toujours l'amour de la même manière. Au fond, je croyais que la patience serait comprise un jour, que mes parents verraient un jour que ma constance n'était pas une faiblesse, mais un dévouement. Ce week-end-là, maman a appelé. Sa voix portait sa chaleur habituelle, celle qui me faisait oublier chaque petit ressentiment. Nous avons parlé de recettes, du temps qu'il faisait, du fait que le travail avait été chargé. Pas une seule fois elle n'a mentionné de stress financier ou de difficultés. Elle a même ri quand je lui ai dit que Daniel avait encore brûlé le pain à l'ail. Pendant un instant, tout m'a semblé simple, comme je le voulais. Quand nous avons raccroché, j'ai pensé à Noël,
certaine que même s'il n'y avait pas de grande célébration, nous partagerions quand même un repas ou au moins échangerions de petits cadeaux. C'était comme ça que ça avait toujours été. Un message est arrivé un calme mercredi soir, l'argent est serré. Pas de Noël cette année. Il venait de mes parents, court et désinvolte, comme s'ils annulaient une réservation de dîner plutôt qu'une tradition familiale de longue date. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, essayant de lire entre les lignes. Peut-être qu'ils avaient vraiment des difficultés, me suis-je dit, et j'ai voulu croire que ce n'était que temporaire. J'ai répondu simplement, c'est bon. Je comprends. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme malaisé. Je n'arrêtais pas de me convaincre qu'ils traversaient juste une mauvaise passe, que l'empathie était meilleure que le doute. Cette pensée me faisait me sentir plus légère, bien que quelque chose à l'intérieur me pesait toujours sur la poitrine. Un soir, j'ai mentionné à Daniel que peut-être nous devrions leur envoyer un peu d'argent, juste assez pour couvrir les courses ou une facture. Il est resté silencieux pendant un moment, puis m'a regardé et m'a demandé doucement, « Tu veux toujours les aider après ce message ?» Son ton n'était pas en colère, juste fatigué. J'ai essayé de paraître calme. Si la situation était inversée, il ferait la même chose pour moi. Il n'a pas argumenté. Il s'est juste incliné légèrement et s'est détourné. Et le silence qui a suivi a parlé plus fort que n'importe quel désaccord. 3 jours plus tard, la veille de Noël, Daniel et moi étions assis sur le canapé en train de choisir un film pendant que la neige tombait devant la fenêtre. La lumière dorée du salon se reflétait sur nos tasses de café chaud. J'ai pris mon téléphone, ayant l'intention de vérifier quelques messages de travail, mais Facebook s'est ouvert à la place. Il a fallu quelques secondes pour charger. Puis une photo a rempli l'écran, et tout à l'intérieur de moi s'est figé. Mes parents étaient debout à côté de Rachel dans son salon. Derrière eux, un grand arbre de Noël scintillait de rubans dorés et d'ornements polis. Le sol était couvert de cadeaux parfaitement emballés, le genre qu'ils disaient ne pas pouvoir se permettre. Des bougies brillaient sur la table. Des verres de vin étincelaient, et tout le monde avait l'air rayonnant. La légende disait, si reconnaissant de passer Noël en famille. Rien n'est plus important que des moments comme ceux-ci. Je n'ai pas pleuré ni crié. Au lieu de cela, une vague froide m'a traversé, stable et claire. J'ai étudié chaque détail, la table débordante, les bouteilles de champagne ouvertes, les pulls assortis, tout avait l'air beau, complet et douloureusement délibéré. Puis j'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Des centaines d'entre eux, tous remplis d'admiration. Une famille si aimante, si chaleureuse et parfaite. Joyeux Noël, les Johnson. Chacun d'eux se sentait comme une petite coupure, un rappel de la famille dont j'avais été tranquillement effacé. Quand Daniel est sorti de la cuisine en tenant 2 tasses de café, il s'est arrêté quand il a vu mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. J'ai tourné le téléphone vers lui. Il a regardé la photo pendant quelques secondes, puis a froncé les sourcils. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire Noël. Sa voix était basse, stable, mais le poids derrière elle a tendu ma poitrine. J'ai réalisé que chaque excuse que j'avais inventée pour eux n'était rien de plus qu'un déni. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert la boîte de commentaires, j'ai tapé lentement et j'ai écrit « L'argent est serré. Les paiements automatiques sont annulés à partir de demain. » Les mots sont apparus sous la photo brillante, petit mais définitif. J'ai cliqué sur publier et j'ai posé le téléphone. Pendant quelques secondes, les j'aime se sont arrêtés. En quelques minutes, la publication a disparu. J'ai actualisé la page une fois, puis une autre fois disparu. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Un appel, puis 2, puis 3. Ils n'ont pas cessé. 32 appels manqués en moins de 10 minutes, tous de mes parents et de Rachel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La sonnerie a résonné dans la pièce jusqu'à ce que Daniel se penche, coupe le son du téléphone et le place face cachée sur la table. Il m'a regardé et a dit doucement, « Bien. » Il était temps. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement un épuisement qui ressemblait à une libération. Je suis resté assise, fixant l'écran sombre, et pour la première fois depuis des années, le silence ne m'a pas semblé vide. Il m'a semblé paisible, comme si j'avais enfin expiré après avoir retenu ma respiration trop longtemps. Le lendemain matin, j'ai attrapé mon téléphone avant même de m'asseoir, une vieille habitude formée par des années d'attente de nouvelles de mes parents. Ce qui est apparu à la place était une notification des réseaux sociaux. Ma sœur Rachel avait publié quelque chose de nouveau. Je l'ai ouvert en m'attendant peut-être à d'autres photos de sa célébration.
Cette hypothèse était une erreur. Sa publication n'était pas une photographie. C'était un paragraphe qui m'était adressé, bien que mon nom n'ait pas été utilisé. Elle m'a traité d'ingrate, de dramatique, de quelqu'un qui avait humilié nos parents après tout ce qu'ils avaient soi-disant fait pour moi. Elle a écrit que certaines personnes aiment se faire passer pour des victimes pour attirer l'attention, que la loyauté familiale ne signifie rien pour celles qui ont un cœur froid. Les commentaires sous sa publication se sont multipliés rapidement. Certains parents se sont joints à la mêlée, suggérant que j'avais toujours été difficile. Des étrangers ont offert des opinions basées uniquement sur ces mots. J'ai lu chaque ligne lentement, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'incrédulité avait besoin de temps pour s'installer. La publication ne m'a pas autant choqué que la clarté qui a suivi. J'avais passé des années à justifier chaque déséquilibre, chaque anniversaire oublié, chaque moment où je me tenais tranquillement pendant que Rachel était choisie en premier. Je me suis souvenu des appels téléphoniques où maman expliquait pourquoi Rachel avait encore besoin d'aide, me souvenant de la façon dont je disais toujours oui. Aucun de ces moments n'a été mentionné dans cette publication. Seul un seul récit existait là, un récit qui la faisait paraître généreuse et moi cruelle. Daniel est entré avec 2 tasses de café chaud. Il a vu mon expression avant de voir l'écran. Il s'est penché pour lire, sans rien dire jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière phrase. Il a pris une lente inspiration et a posé les tasses sur la table. « Laisse-les parler », a-t-il dit. Sa voix était calme, pas dédaigneuse. Il comprenait mieux ce qui se passait que moi à ce moment-là. Ces mots n'étaient pas un encouragement à se battre. Ils étaient une permission de lâcher prise. J'ai relu la publication une fois de plus, mais cette fois, je l'ai observée comme un enregistrement plutôt que comme une blessure. J'ai ouvert les paramètres et j'ai enregistré des captures d'écran de chaque ligne. J'ai capturé chaque commentaire de parents affirmant ces accusations. Une fois l'enregistrement terminé, j'ai fermé l'application. Mes mains étaient stables. La confusion qui vivait à l'intérieur de moi depuis des années n'avait plus d'endroit où rester. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai localisé le compte partagé que j'avais utilisé pour maman et papa. Ce compte avait été créé pour les aider à payer les dépenses récurrentes sans avoir à demander chaque mois. Je pensais que je les soutenais tranquillement, respectueusement. J'ai sélectionné l'option de supprimer complètement le compte de mon réseau financier. La notification indiquait que l'action était irréversible. J'ai confirmé sans hésitation. Puis j'ai composé un court email. Je l'ai adressé à mes parents. Le message ne contenait aucune explication et aucune accusation. J'ai écrit « Tout soutien financier prend fin aujourd'hui. Prenez soin de vous ». Il n'y avait rien de plus à ajouter. Toute phrase supplémentaire m'aurait ramené dans les anciens schémas d'excuses et de justification. Après cela, Daniel et moi nous sommes assis pour le petit déjeuner. C'était un repas simple, rien d'extravagant. Pourtant, le calme semblait différent de la veille. Il ne se sentait plus lourd. Il se sentait comme respirer librement après avoir retenu sa respiration pendant des années. J'ai réalisé que la paix arrive parfois non pas de la réconciliation, mais de la libération. 2 semaines plus tard, l'appartement semblait plus calme que jamais. Les décorations de fête dans le quartier avaient déjà commencé à être enlevées, et le monde semblait avancer alors que j'étais encore en train de traiter tout ce qui s'était passé. Le silence qui a suivi mon dernier message à mes parents n'était pas surprenant, mais il portait un poids auquel je ne m'étais pas préparé. Il n'y a eu aucun appel pour me demander comment j'allais, aucune tentative de parler calmement, aucune véritable tentative de comprendre. Au lieu de cela, il y a eu quelques courts emails de parents éloignés me disant que j'avais brisé le cœur de tout le monde et rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Aucun d'eux n'avait demandé ce qui s'était réellement passé. Aucun d'eux ne connaissait même la situation. Il était plus facile pour eux de me blâmer que de remettre en question l'image chaleureuse et agréable que mes parents et Rachel avaient toujours présentée aux autres. J'ai essayé de garder mes journées bien remplies, en me concentrant sur le travail et la routine. J'ai examiné les documents financiers, déposé les rapports de fin d'année et préparé les réunions à venir. Daniel a continué d'être une présence stable. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien toutes les quelques heures. Au lieu de cela, il est simplement resté près de moi. Il a préparé le dîner quand j'ai travaillé tard et s'est assis à côté de moi quand j'avais besoin de calme. Un soir, alors que je triais des reçus, il a posé une tasse de thé chaud sur la table et a dit « Tu as le droit de te protéger. Tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. » Sa voix était calme, mais elle m'a ancré. Le calme n'a pas duré longtemps. Un soir,
mon téléphone a vibré pendant que je rangeais le linge. C'était un message de maman, pas de mes deux parents, juste elle. Le ton était familier, prudent et fait pour paraître aimant. Elle a écrit « Nous savons que les choses ont été tendues. Ton père et moi avons juste besoin d'aide une dernière fois. Rachel et sa famille traversent un mois difficile. Pourrais-tu s'il te plaît transférer le paiement de l'hypothèque ce mois-ci? Cela signifierait tellement pour nous. Nous te le rendrons quand nous le pourrons. » J'ai fixé le message pendant longtemps. Pas une seule fois elle n'a mentionné la fête de la veille de Noël. Pas une seule fois elle n'a reconnu la publication publique de Rachel me traitant d'ingrate. Pas une seule fois elle n'a reconnu le fardeau financier que j'avais porté pendant des années. J'ai senti quelque chose en moi se poser. Pas se briser, juste se poser. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon amie Tessa pour un café. Tessa me connaissait depuis l'université. C'était le genre de personne qui écoutait pleinement avant de parler. Après que je lui ai tout raconté, elle a remué son café lentement et a dit « Tu as passé des années à essayer de gagner une place qui aurait dû être la tienne sans paiement. Tu n'as pas besoin d'acheter l'amour, l'acceptation ou le respect. Soit il le donne, soit il ne le donne pas. » Ces mots étaient simples, mais ils ont atterri avec clarté. Quand je suis rentré à la maison, Daniel examinait des documents à la table à manger. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit « Je crois que je suis prête. » Il a hoché la tête, comprenant déjà ce que je voulais dire. Au cours de l'heure suivante, nous avons examiné tous les liens financiers. Nous avons annulé les paiements automatiques. Nous avons supprimé les autorisations partagées. Nous avons tout documenté clairement. Pour la première fois, j'ai vu les chiffres sans émotion. Ce n'était pas seulement quelques paiements. C'était des années à couvrir les hypothèques, les factures médicales, les frais de scolarité, les vacances et les dépenses quotidiennes, le tout justifié comme d'aider la famille. Quand nous avons terminé, j'ai rédigé un dernier message. Je l'ai lu à haute voix pour m'assurer qu'il était clair, calme et définitif. Tout soutien financier prend fin aujourd'hui. Ne demandez plus. Je choisis la paix pour moi-même. J'ai appuyé sur envoyer. Il n'y avait pas de tremblement dans mes mains, seulement de l'immobilité. L'appartement était de nouveau silencieux, mais cette fois, le silence ressemblait à quelque chose que j'avais gagné. Début février, un appel de la banque a brisé le calme que Daniel et moi avions travaillé dur pour construire. La représentante au téléphone parlait poliment, mais il y avait une tension dans sa voix qui m'a fait me redresser à mon bureau. Elle a expliqué qu'une nouvelle demande de prêt avait été soumise sous mon nom en utilisant mon numéro de sécurité sociale et mes antécédents de crédit, avec l'adresse postale indiquée appartenant à mes parents. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. J'avais mis fin au soutien financier, coupé tous les liens et rendu mes limites indéniablement claires. Pourtant, voici que c'était là, quelque chose de beaucoup plus délibéré et calculé que tout plaidoyer émotionnel. La représentante a demandé si j'avais personnellement soumis la demande. J'ai confirmé que non. Elle m'a ensuite informé que la banque placerait un blocage temporaire sur le prêt, mais que je devrais vérifier les documents d'identité légale et déposer une contestation formelle pour empêcher l'attachement permanent à mes antécédents de crédit. Je l'ai remercié, bien que les mots me semblaient lourds. Quand l'appel a pris fin, le silence dans la pièce est passé de paisible à suffocant. Daniel a levé les yeux de son ordinateur portable, l'inquiétude se formant déjà dans ses yeux. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en choisissant mes mots avec soin parce que les dire trop vite rendait la situation irréelle. Son expression s'est lentement durcie. Il a dit, « Tu sais ce que cela signifie ? » Ce n'était pas une confusion. C'était une intention. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, Monsieur Paris, un homme connu pour être calme, méticuleux et insensible aux émotions. Dans son bureau, j'ai remis des copies de la notification bancaire, de mes documents d'identification et de plusieurs années d'historique financier. Il a examiné chaque page sans interrompre. Quand il a finalement levé les yeux vers moi, son ton était stable et précis. Il a dit, « La signature sur le formulaire de prêt ne correspond pas à votre signature enregistrée. Il s'agit d'un document d'identité financière falsifié. Vous avez des motifs pour une réclamation légale. Je vous recommande de déposer un rapport immédiatement. Ce n'est pas quelque chose à négliger ou à résoudre en privé. » Ces mots ont frappé avec le poids de la vérité absolue. J'ai senti ma respiration ralentir, non pas de panique, mais de la réalisation que quelque chose d'irréversible s'était produit. La confiance, qui avait déjà été fissurée, avait maintenant été brisée avec intention,
effort et planification. Ce n'était pas un accident né de l'émotion. C'était un choix. Pourtant, avant de déposer quoi que ce soit, j'ai passé un appel. J'ai composé le numéro de papa. L'appel a été connecté à la 3e sonnerie. Sa voix semblait fatiguée, mais il y avait un léger ton d'impatience, comme s'il s'attendait à ce que je comprenne et pardonne déjà. Quand j'ai expliqué ce que la banque m'avait dit, il ne l'a pas nié. Il n'avait pas l'air honteux. Il a dit, nous étions désespérés. Rachel et sa famille avaient besoin d'aide. Tu es celle qui a toujours de la stabilité. Nous ne pensions pas que cela te dérangerait. Pas vraiment. Le calme à l'intérieur de moi a claqué, pas en colère, mais en clarté. J'ai dit, le désespoir n'est pas une excuse pour la trahison. Vous avez utilisé mon identité. Vous avez tenté de placer une dette à mon nom sans mon consentement. Ce n'est pas quelque chose qu'une famille fait à quelqu'un qu'elle apprécie. Papa a recommencé à parler, essayant de présenter la situation comme un fardeau partagé, comme un devoir familial. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse finir. Je suis resté assise immobile pendant longtemps après. Daniel a posé sa main sur la mienne et a dit, « Tu as été patiente. Tu as été généreuse. Tu as été compréhensive. Maintenant, tu dois te protéger. » Nous sommes retournés au bureau de Monsieur Harris le même après-midi. J'ai signé les documents nécessaires pour déposer un rapport formel, autoriser une enquête sur la fraude et bloquer toute activité financière liée à l'adresse de mes parents. Le stylo n'a pas tremblé dans ma main. La signature finale m'a donné l'impression de reconnaître quelque chose qui était déjà vrai depuis longtemps. Quand nous avons quitté le bureau, l'air à l'extérieur était froid mais clair. Le poids n'avait pas disparu, mais il avait changé de forme. Il leur appartenait maintenant, pas à moi. Début mars, je pensais qu'ils avaient enfin arrêté. Le silence semblait installé, pas lourd, mais fini, comme une porte qui avait déjà été fermée et qui n'avait pas besoin d'être vérifiée à nouveau. J'avais arrêté d'attendre des messages, arrêté d'écouter les excuses qui ne seraient jamais sincères, arrêté de rejouer les anciennes conversations dans ma tête pour voir où tout avait commencé à se fracturer. Je me suis réveillé ce matin-là en croyant que le pire était déjà passé. La sonnette a sonné juste après 9 heures. Je m'attendais à un colis ou à un voisin. Au lieu de cela, quand j'ai ouvert la porte, maman et papa se tenaient sur le perron. La lumière du matin les faisait paraître plus petits que dans mon souvenir, comme si le temps les avait tassés pendant les semaines qui s'étaient écoulées depuis notre dernière conversation. Leurs vêtements avaient l'air propres mais usés, et tous les deux se tenaient avec une sorte de fatigue tranquille qui n'était pas simplement physique. C'était le poids des conséquences. Maman a parlé la première. Sa voix était douce, presque instable, mais pas brisée. Elle a dit qu'ils avaient perdu la maison, que l'enquête sur le prêt avait entraîné des frais et des blocages légaux, que les économies de Rachel avaient été épuisées à essayer de suivre le rythme des paiements qui n'était jamais durable. Elle a dit qu'ils étaient venus parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Papa n'a pas ajouté grand-chose. Il se tenait derrière elle, les mains dans les poches, le regard quelque part près du sol plutôt que sur mon visage. J'ai écouté sans interrompre. Les mots m'ont envahi, pas tranchants, pas surprenants, simplement réels. Quand maman a fini, il y a eu une longue pause que ni l'un ni l'autre n'avons précipité pour combler. J'ai choisi ma réponse avec soin, pas en colère, mais en clarté. Vous aviez tout quand vous aviez ma confiance, ai-je dit. La phrase semblait calme, stable, claire. Vous avez choisi de la perdre, non pas parce que vous étiez désespéré, mais parce que vous croyiez que je tolérerais tout et que ma vie existait pour résoudre la vôtre. Maman a fermé les yeux comme si la lumière du soleil était soudainement devenue trop vive. La mâchoire de papa s'est serrée, mais il n'a toujours pas croisé mon regard. Il n'y a eu aucun argument, aucune tentative de se défendre davantage, aucun effort pour reconstruire quelque chose de brisé au-delà de toute reconnaissance. Ils sont simplement restés silencieux pendant un autre instant, puis ils se sont tournés et ont descendu les marches. Ils ne se sont pas retournés. Après la fermeture de la porte, la maison était à nouveau silencieuse. Pas blessé, juste calme. Je me suis assise sur le canapé et j'ai respiré lentement jusqu'à ce que l'air se sente à nouveau stable. Quel que soit le chagrin qui existait à ce moment-là, il ne m'a pas submergé. Il a seulement confirmé que la distance que j'avais créée était nécessaire. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait Rachel. J'ai hésité avant de répondre, mais je l'ai fait. Sa voix semblait inconnue, comme quelqu'un qui tendait la main à travers le brouillard.
Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point tout était allé loin, qu'elle n'avait jamais eu l'intention que les choses se passent comme elles l'ont fait. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle souhaitait que nous puissions revenir à ce que les choses étaient avant. Je l'ai écoutée sans réagir. Puis j'ai dit, j'espère que tu apprendras de ça. Rien de plus. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. La pièce était de nouveau silencieuse. Mais ce silence était différent du silence de décembre, quand le silence avait été rempli de confusion et d'incrédulité. Le silence maintenant se sentait propre, comme une pièce enfin débarrassée de tout ce qui n'appartenait pas. Je me suis levé, j'ai fait du thé lentement et j'ai regardé la vapeur monter. Il n'y avait pas de triomphe dans tout cela, seulement de la certitude. La certitude a sa propre forme de paix. 6 mois plus tard, Reno se sentait enfin comme à la maison. L'air était plus sec, les rues plus calmes, les matinées plus lentes d'une manière qui me permettait de respirer sans attendre que quelque chose s'effondre. La maison dans laquelle Daniel et moi avons emménagé était plus petite que notre ancien logement, avec un porche étroit et une cuisine où la lumière du soleil se rassemblait en longues rayures chaudes sur le sol chaque matin. Ce n'était pas grandiose, mais c'était le nôtre au sens le plus vrai du terme. Rien à l'intérieur ne semblait emprunté, promis ou dû. Chaque objet avait été choisi, délibérément gardé parce qu'il appartenait, et non parce que quelqu'un s'attendait à ce que nous le gardions. Daniel semblait plus léger, lui aussi. Il préparait du café au lever du soleil, fredonnant à voix basse pendant que je lisais les nouvelles ou arrosais les petites plantes que nous avions placées le long des fenêtres. Nous parlions des choses quotidiennes sans tension. Nos vies ne tournaient plus autour de l'attente que la crise de quelqu'un d'autre n'éclate. Le silence entre nous était doux, pas lourd, façonné par le confort plutôt que par l'épuisement. Un après-midi, un message est arrivé d'un vieil ami de la famille. Le ton était doux, presque hésitant, comme si l'expéditeur n'était pas sûr que je veuille le savoir. Maman et papa avaient perdu leur maison pour de bon. Le prêt avait dégénéré, les frais et les conséquences juridiques s'étaient empilés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient raisonnablement gérer. Rachel avait quitté son emploi peu de temps après. Le message disait qu'il vivait dans une chambre louée à la périphérie de la ville, partageant l'espace pour économiser sur le chauffage. Il n'y avait aucune demande d'aide, aucune explication dramatique, juste de l'information. Je l'ai lu 2 fois. Il n'y a eu aucune poussée de satisfaction, aucun triomphe enroulé derrière mes côtes, aucune chaleur de justification, seulement un calme tranquille et constant. J'avais passé si longtemps à penser que la clôture arriverait avec un coup émotionnel dramatique. Mais la vraie clôture ne rugit pas. Elle s'installe simplement. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une ligne, « La liberté ne coûte rien et tout ». J'ai laissé l'encre sécher avant de fermer la page. La phrase ressemblait à une vérité que j'avais mis des années à comprendre. Plus tard, Daniel et moi avons mis la table pour un petit dîner. Une seule bougie, de la nourriture simple. Nous avons parlé des voyages que nous pourrions faire au printemps, des livres que nous voulions lire, du travail que nous espérions améliorer. Nous n'avons pas mentionné mes parents. Le passé n'avait plus besoin d'être examiné. Il avait déjà parlé. La paix ne ressemblait pas à une victoire. Elle ressemblait à l'absence de panique. Les limites ne sont pas un rejet de l'amour. Elles sont une reconnaissance de soi. Quand vous choisissez de cesser de permettre aux autres d'abuser de votre générosité, vous ne fermez pas votre cœur. Vous protégez la partie de vous qui est capable de donner honnêtement. Une famille construite sur la culpabilité s'effondrera toujours, mais une famille construite sur le respect peut perdurer. Se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme. C'est la maturité. Merci d'être resté avec mon histoire. Si vous vous êtes déjà trouvé entre la compassion pour les autres et la compassion pour vous-même, j'espère que vous choisirez la version de vous qui mérite la paix. Partagez vos pensées ci-dessous. Quelqu'un d'autre peut avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul à fixer des limites difficiles. La guérison est lente, mais elle est réelle.